Et donc, dans un monde, dans un pays privilégié, dans un pays censé être riche. Nous sommes le soir du 6 mai 2007. Imaginez la scène. La France entière a les yeux rivés sur les écrans de télévision. Ségolène Royal, vêtue de son tailleur blanc immaculé, symbole d'une promesse de renouveau, vient de perdre l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy. Elle se tient là, droite, fière, souriant à une foule de partisans en larmes. Devant les caméras, elle est la femme forte, la candidate socialiste qui a brisé le plafond de verre. À ses côtés, François Hollande, le premier secrétaire du Parti socialiste, son compagnon de toujours, affiche un visage grave et solennel. Pour les millions de Français qui les regardent, ils incarnent le couple politique par excellence. Unis dans la défaite comme ils l'ont été dans l'ascension. Mais ce que vous voyez sur cet écran, ce que la France entière contemple ce soir-là, est le plus grand, le plus douloureux et le plus cruel des trompe-l'œil. Derrière le sourire figé de Ségolène se cache une vérité dévastatrice, gardée sous silence pendant des mois d'une campagne épuisante. La femme qui se tient debout n'a pas seulement perdu l'Élysée, elle a déjà perdu sa famille, son amour et ses certitudes. Une trahison insidieuse a déjà consumé le socle même de son existence. Pour comprendre l'ampleur de ce drame intime qui s'est joué sur la plus grande scène politique, il faut remonter le temps. Il faut comprendre l'alliance sacrée qui liait ces deux esprits. Retournons à la fin des années 70, dans les couloirs feutrés de l'École nationale d'administration, l'ENA. C'est là, dans cette fabrique de l'élite française, que l'histoire commence. Ségolène n'est pas une héritière. Fille d'un colonel de l'armée, elle a grandi dans la rigueur, la discipline, et surtout dans l'ombre d'un patriarche qui considérait que les filles n'avaient pas besoin de faire de longues études. Son arrivée à l'ENA est une revanche, une démonstration de force d'une volonté inébranlable. C'est dans cette atmosphère intellectuelle intense qu'elle croise le chemin de François Hollande. Il est tout le contraire de l'autorité paternelle qu'elle a connue. François est brillant, certes, mais surtout affable, rond, fuyant le conflit frontal, maniant l'humour comme un bouclier. Il est issu d'une bourgeoisie provinciale aisée et rassurante. L'attraction est immédiate. Elle trouve en lui un apaisement. Il trouve en elle une audace incandescente. Ils ne se marieront jamais. Dans la France post-mai 68, refuser le mariage bourgeois est une déclaration d'indépendance. Plus tard, ils signeront un pax, mais leur véritable union, leur véritable contrat de mariage est d'une toute autre nature. C'est un pacte d'ambition. Ensemble, ils conquièrent le Parti socialiste. Ensemble, ils fondent une famille de 4 enfants, offrant au magazine l'image lisse de l'équilibre parfait entre modernité et réussite. Ils avançaient comme un seul homme, une phalange à 2 têtes. Elles pensaient avec une confiance absolue qu'ils étaient une forteresse imprenable. Elles croyaient que le pouvoir qu'ils amassaient servirait leur destin commun. Mais le pouvoir, mes amis, est une drogue solitaire. C'est un miroir déformant. Et quand il devient évident qu'au sommet, il n'y a de la place que pour un seul fauteuil, le pacte d'amour, si solide semblait-il, commence à se fissurer sous le poids d'une jalousie sourde. À l'aube des années 2000, la mécanique du couple parfait commence à se gripper imperceptiblement. La répartition des rôles semblait pourtant claire, presque écrite à l'avance par les lois tacites de la politique. François Hollande, devenu le puissant premier secrétaire du Parti socialiste, est l'architecte de l'ombre. Il tire les ficelles, gère les alliances, calme les caciques du parti, il est le gardien du temple. Pendant ce temps, Ségolène occupe des postes ministériels, sous François Mitterrand, puis Lionel Jospin, gagnant en visibilité. Jusque-là, François voyait Ségolène comme son plus bel atout, une figure lumineuse qui adoucissait l'image souvent technocratique du parti qu'il dirigeait. Il était le cerveau stratégique, elle était le visage rayonnant. Mais soudain, l'équation change. Ségolène ne se contente plus du rôle de compagne d'eux. En 2004, elle remporte une victoire retentissante aux élections régionales en Poitou-Charentes, s'imposant comme une baronne locale, loin de l'ombre tutélaire de son compagnon. Et puis il y a ce phénomène inexplicable, cette alchimie singulière avec le peuple français. Elle instaure une démocratie participative, elle écoute, elle rassure, elle devient l'icône d'une gauche en mal de repère. Les sondages s'affolent. Ce n'est plus François qui attire la lumière, c'est elle. C'est ici que se joue un drame psychologique d'une profondeur inouïe.
Imaginez François Hollande, l'homme qui se préparait méthodiquement, patiemment, à être le candidat naturel de la gauche pour 2007. Il voit l'opinion publique et les militants réclamer à grands cris la femme avec qui il dîne tous les soirs. La jalousie politique s'invite dans le foyer. La misogynie, sournoise et pernicieuse, gangrène les rangs du Parti socialiste. Les éléphants du parti, ces hommes politiques d'expérience, ne supportent pas de voir une femme, qui plus est perçue par certains comme l'épouse du chef, les doubler. Mais qui va garder les enfants ? Lâche perfidement Laurent Fabius. Une phrase qui résume le mépris. Ségolène se retrouve alors dans une solitude absolue. Dans son propre parti, elle est perçue comme une intruse qui bouscule l'ordre naturel. Et dans sa propre maison, le silence devient lourd. François Hollande ne la soutient pas publiquement avec l'enthousiasme que l'on attendrait. Ses encouragements sont tièdes, calculés. Elle doit lutter pour s'imposer contre la volonté de son propre camp et, de façon plus déchirante, contre les ambitions étouffées de l'homme de sa vie. Elle prend alors une décision radicale, un acte de bravoure politique inouï. Elle décide d'y aller quand même. Elle piétine l'orgueil de son compagnon pour répondre à l'appel de son destin. Elle s'impose lors des primaires internes de 2006, écrasant ses rivaux masculins. Elle devient la reine. Mais le trône est glacial. Elle s'était préparée à affronter la violence de la droite, les coups bas de la presse. Elle connaissait les règles du combat politique. Mais elle ignorait que la flèche la plus empoisonnée ne viendrait pas du camp adverse, mais du lit conjugal. La campagne présidentielle de 2007 est souvent racontée dans les manuels d'histoire comme une épopée, un moment d'effervescence nationale sans précédent. Une tragédie dont le peuple français ignore absolument tout, fasciné par le spectacle de cette femme défiant l'establishment. Ségolène Royal a découvert l'innommable. François Hollande, l'homme avec qui elle a partagé 30 ans de sa vie, le père de ses 4 enfants, l'architecte secret de sa propre carrière, entretient une liaison clandestine. Et pas avec n'importe qui, avec une journaliste politique qui observe leurs moindres faits et gestes, Valérie Trierweiler. Imaginez le vertige, la nausée. Le sol se dérobe sous les pierres de Ségolène au moment même où elle a besoin de la certitude absolue de son socle pour gravir la plus haute marche du pouvoir. Face à cette trahison, elle est confrontée à un dilemme d'une cruauté psychologique inouïe, éclatée publiquement. C'est ici que le piège cynique de la politique se referme sur elle avec une froideur mathématique. Si un homme politique est trompé, on minimise, on le plaint parfois. Mais si une femme, qui plus est candidate à la présidence de la République, révèle que son foyer est brisé, l'équation s'inverse. Alors, Ségolène Royal fait le choix du sacrifice suprême. Elle enfile une cuirasse invisible, serre les dents et décide de se taire. De mentir par omission à la France entière pour protéger sa candidature, pour honorer l'espoir d'un peuple. C'est un supplice quotidien d'une intensité inimaginable. Pensez à ces immenses meetings comme au stade Charletti. Elle est là, éclatante, galvanisant des foules en délire, parlant de justice et d'avenir. Et pourtant son âme est un champ de ruines. À chaque fois qu'elle descend de la tribune, à chaque fois que la portière de la berline se referme et l'isole du tumulte, le silence glacial s'abat. À ses côtés, l'homme qui l'a poignardé dans le dos continue de jouer son rôle de premier supporter. Elle sourit aux objectifs, mais elle agonise en secret, rongée par un mensonge d'État devenu une douleur intime insupportable. Vient alors la nuit glaciale du 6 mai 2007. La défaite face à Nicolas Sarkozy n'est pas qu'un échec électoral, c'est l'effondrement total. Ségolène encaisse la double peine. Elle perd le destin d'une vie, et avec lui, la seule justification de son silence torturant. L'illusion n'a plus lieu d'être. Quelques semaines plus tard, refusant la pitié et les scandales de bas étage, elle décide de trancher le nœud gordien avec une dignité tranchante. Dans une annonce glaciale qui fait l'effet d'un séisme médiatique, elle officialise la séparation. J'ai demandé à François Hollande de quitter le domicile, de vivre son histoire sentimentale de son côté. Elle s'ampute d'une partie de sa vie pour survivre. Elle est libre, mais dévastée. La France entière observe cette reine déchue, pensant que l'oiseau politique a les ailes brisées pour toujours. Pourtant, le rouleau compresseur de la politique ne s'arrête jamais. François Hollande, désormais libéré, entame sa propre marche vers les sommets.
préparant le terrain pour l'une des humiliations les plus publiques et les plus cruelles que Ségolène allait devoir subir. Nous voici projetés quelques années plus tard, en 2012. Le paysage politique a été bouleversé. François Hollande, l'ancien stratège de l'ombre, a réussi l'impensable. Il vient d'être élu président de la République. À son bras, la nouvelle première dame, Valérie Trierweiler, celle-là même qui, dans le secret des années précédentes, avait fait imploser la famille Hollande royale. Ségolène, de son côté, refuse obstinément l'effacement. Après avoir amèrement perdu les primaires de son propre parti face à François, elle tente de reconstruire son capital politique. Elle vise un siège de député dans la circonscription de La Rochelle. L'objectif est clair, presque acté en coulisses avec le nouveau pouvoir. Une fois élue, elle accédera à la prestigieuse présidence de l'Assemblée nationale. C'est une porte de sortie honorable, un perchoir à la hauteur de son envergure. Mais la politique est un théâtre où les fantômes du passé aiment revenir jouer les premiers rôles. La campagne législative à La Rochelle s'annonce difficile. Ségolène fait face à un candidat dissident de son propre parti, Olivier Falorni, qui refuse de s'effacer. C'est alors que se produit l'inimaginable, l'un des psychodrames les plus hallucinants de la Ve République, ce que l'histoire retiendra sous le nom du Tweetgate. Le 12 juin 2012, entre les deux tours de l'élection législative, un simple message de 140 caractères fait l'effet d'une bombe nucléaire sur le paysage politique français. Valérie Trierweiler, depuis le sommet de l'État, publie un tweet de soutien explicite à Olivier Falorni. La première dame appelle publiquement à battre l'ancienne compagne du président, la mère de ses enfants. Imaginez l'impact. Ce n'est plus de la politique, c'est de l'humiliation à l'état pur. Valérie Trierweiler ne cherche pas à peser sur une élection locale, elle marque son territoire, elle affirme sa suprématie de nouvelle femme sur celle qui l'a précédée. C'est une exécution publique. Mais le plus terrible, le plus révélateur dans cette séquence glaciale, ce n'est pas la mesquinerie du tweet. C'est le silence assourdissant qui suit. François Hollande, le président tout-puissant, reste muet. Il est incapable ou refuse de recadrer publiquement sa compagne. Il laisse Ségolène se faire piétiner sur la place publique. Cette paralysie présidentielle en dit long sur le caractère de l'homme, fuyant la confrontation directe, même au prix du déshonneur de celle qu'il a accompagnée pendant 30 ans. Ségolène encaisse la gifle en mondovision. Elle perd l'élection de La Rochelle. Elle perd le perchoir de l'Assemblée. Les caméras captent son visage ce soir-là. Les traits tirés, l'amertume au bord des lèvres. Le coup a été très violent, murmure-t-elle simplement. À cet instant précis, la France entière la croit politiquement morte, pulvérisée. Comment se relever d'une humiliation où le personnel et le politique se sont mélangés de façon aussi toxique? La presse écrit déjà son oraison funèbre. La chute semblait définitive, le rideau baissé. Pourtant la roue du destin tourne, implacable, et le pouvoir a toujours soif de chair fraîche. Le temps, dit-on, est un grand maître. En politique, il est surtout un metteur en scène au cynisme absolu. Nous sommes en janvier 2014. François Hollande, le président normal, vacille sous les bourrasques du plus grand vaudeville d'État de la Ve République. Les Français découvrent, médusés, les photos d'un chef de l'État casqué, circulant en scooter la nuit pour rejoindre en secret une actrice, Julie Gaillet. La justice poétique du destin est d'une symétrie parfaite. Valérie Trierweiler, celle qui avait publiquement humilié Ségolène, est à son tour répudiée, évincée de l'Élysée avec une froideur inouïe. Et dans ce chaos politique et personnel absolu, vers qui François Hollande se tourne-t-il pour redonner de la stature à un gouvernement aux abois? Vers la seule femme dont la résilience force le respect, même de ses pires détracteurs. En avril 2014, Ségolène Royal fait un retour triomphal au gouvernement, en tant que ministre de l'écologie, propulsée numéro 3 dans l'ordre protocolaire. C'est une image d'une ironie mordante. Imaginez Ségolène gravissant le perron de l'Élysée, le regard perçant, accueillie par l'homme qui l'avait trahi. Mais ne vous y trompez pas. Pour le public aguerri qui observe la scène, le message est limpide. Ce n'est ni du pardon aveugle, ni de la tendresse retrouvée. C'est un pacte d'intérêt. C'est une transaction de pouvoir d'une rigueur chirurgicale. Elle revient pour elle-même. C'est la revanche ultime, la preuve éclatante que les favorites passent, mais que Ségolène, la femme politique indéracinable,
reste. Elle est l'ultime survivante sur l'échiquier de cette génération. Pendant des années, elle incarne une ministre omniprésente, menant d'une main de fer la copée 21, occupant l'espace médiatique avec l'assurance de celle qui n'a plus rien à prouver à son ex-compagnon. Mais la scène politique est une arène exigeante. Que se passe-t-il quand le but suprême, la présidence, semble définitivement hors de portée et que l'ennemi intime n'est plus là pour stimuler la combativité? Avec l'avènement de l'ère Emmanuel Macron en 2017, le paysage politique classique est balayé. Ségolène, refusant de sombrer dans l'oubli qui guette les anciens dignitaires, accepte un poste d'ambassadrice des pôles arctiques et antarctiques. Un titre ronflant, mais qui s'apparente à un exil doré. C'est ici que la trajectoire de Ségolène prend une nouvelle tournure troublante. La peur viscérale du silence médiatique la pousse vers l'excès. Pour exister, il faut qu'on parle d'elle à tout prix. Elle multiplie les interventions télévisées, frôlant souvent la provocation verbale. Il y aura les éloges inattendus et très critiqués sur le régime de Fidel Castro en 2016. Puis, plus tard, des propos déroutants sur la guerre en Ukraine, ce qui provoquera un tollé général et l'obligera à rétropédaler. Ce ne sont pas les erreurs d'une novice, mais les tentatives désespérées d'une icône qui sent que la lumière de son époque s'éloigne. Finalement, en 2020, la décision implacable tombe. Le gouvernement la démet de ses fonctions d'ambassadrice sur fond d'accusations de confusion entre ses missions officielles et la promotion de ses activités éditoriales personnelles. Elle avait regagné une parcelle de pouvoir, mais les ors de la République n'avaient pas pansé les plaies intimes, ni comblé la soif d'absolu. Nous sommes en 2026. Regardez la scène politique française actuelle. Ceux de sa génération ont presque tous raccroché les gants. François Hollande lui-même oscille entre des conférences et des livres de mémoire. Sarkozy est englué dans des procès interminables. L'heure devrait être au repos, aux réflexions apaisées de fin de carrière. Mais pas pour Ségolène. À 73 ans, avec une résilience qui frise l'obstination, elle refuse de céder le plateau. Mieux encore, elle a récemment créé l'onde de choc que personne n'attendait. Elle s'est déclarée candidate aux primaires du Parti socialiste pour l'élection présidentielle de 2027. Vous avez bien entendu. 20 ans après sa défaite historique, celle que tout le monde croyait politiquement ensevelie sous les scandales, les humiliations publiques et les polémiques, exige une nouvelle fois l'attention de la France. Pour capter un auditoire qui a changé, elle n'hésite pas à s'asseoir sur les plateaux de télévision de divertissement comme « Touche pas à mon poste ». Imaginez le décalage. Une ancienne ministre d'État, candidate à la présidence, acceptant les codes frénétiques d'une émission populaire. Certains de ses anciens collègues crient à la déchéance, la traitent de populiste. Mais elle s'en moque. Ségolène sait que dans la politique moderne, le pire châtiment n'est pas la critique, c'est l'indifférence. Alors, que devons-nous penser de cette trajectoire vertigineuse ? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un divorce à l'Élysée ou d'une vengeance froide, c'est l'histoire d'une survivante politique. Une femme qui, dans un milieu taillé pour et par les hommes, a dû payer le prix fort pour sa soif de pouvoir. Chaque défaite politique de Ségolène s'est payée en larmes intimes. Chaque victoire publique a exigé le sacrifice d'une part de son âme. Est-ce le portrait d'une ambition dévorante, presque pathologique, qui refuse de comprendre que son temps est révolu ? Ou est-ce le magnifique baroud d'honneur d'une femme à qui le pouvoir a tout pris, sa famille, sa paix intérieure, son honneur public, et qui, en retour, exige que l'histoire n'oublie jamais son nom ? L'histoire de Ségolène Royal nous pose cette question vertigineuse. Jusqu'où sommes-nous prêts à nous renier pour conquérir le pouvoir ? Et ce sacrifice en vaut-il finalement la peine ? Voilà la fin de cette plongée dans les coulisses impitoyables de la République. Et vous, qui regardez cette vidéo, quel est votre verdict ? Voyez-vous en Ségolène Royal une pionnière acharnée ou l'incarnation de l'ivresse du pouvoir qui refuse de s'éteindre ? Pensez-vous que la France lui a rendu la justice qu'elle méritait ou qu'elle est l'artisane de ses propres démons ? Prenez la parole dans les commentaires. Le débat est ouvert et croyez-moi, l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle n'y paraît. Si vous avez aimé cette dissection chirurgicale des passions politiques, n'oubliez pas de liker cette vidéo,
de la partager à ceux qui aiment les vraies histoires de pouvoir, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion dans les secrets les mieux gardés du pouvoir. À bientôt.